Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo. Quand même, ça me fait chier cette formule, il faut vraiment que je trouve autre chose. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Ouais, non. Salut à tous. Et d'ailleurs, salut à tous. Chapeau de paille, Yami, toi qui es fan de Star Wars, d'où est-ce que je tiens cette réplique? Salut à tous. Hein, normalement, bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais essayer de faire un. C'est bien ça. Une sorte d'analyse de la rêverie. C'est 8 chapitres que j'ai fait en réaction live, mais qui, euh, un peu au regard d'un certain commentaire qui m'a été fait sur une vidéo, mais qui relève de quand même plusieurs. À mon avis, c'est un commentaire assez pertinent et qui relève, enfin, qui a réveillé en moi quand même quelque chose qui me frustrait par rapport à ce format, à ce type d'exercice, cet exercice si particulier qu'est la réaction sur YouTube. Euh, je vais je vais pas me satisfaire de ces deux vidéos réactions que j'ai faites et je vais faire une vidéo analyse de cet arc parce que c'était quand même, enfin ce mini arc, c'était quand même une séquence dans One Piece qu'on attendait tous et qui a été pour moi assez expédiée parce que et c'est un peu le point que je vais aborder là dans cette introduction, c'est que je suis pas vraiment très fan des réactions live. Surtout dans le format dans lequel, surtout le format actuel, dans ma situation actuelle, avec le matériel que j'ai en ce moment, il m'est très difficile pour moi de vraiment profiter d'une lecture agréable et pleinement voilà, pertinente. Euh, je manque des détails. Voilà. Moi, en fait, je suis quelqu'un de lent. Je suis quelqu'un de lent naturellement. J'ai besoin de relire. Voilà, je suis une machine qui met du temps à se mettre en place. Hein. Je démarre lentement, mais par contre, une fois que je suis parti, peux aller pas très 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 loin et je peux me mettre enfin bon, après, c'est pas à moi de le dire, mais disons que je vais pas me jeter des lauriers, hein, mais simplement, j'aime beaucoup plus l'exercice de l'analyse qui me permet donc de prendre le temps, de regarder chaque élément, voilà, petit à petit, d'essayer de voilà, condenser tout ça, de refaire une synthèse des éléments que j'ai pu noter dans mes lectures, et ensuite de vous donner ça, plutôt que... Voilà, parce que les réactions live, c'est quoi? C'est des réactions, c'est du spectacle, c'est très fun, et moi j'adore regarder des réactions live pour des mecs pour lesquels je peux avoir de l'intérêt dans la spontanéité, et voilà. Certains, moi peut-être que vous aimez ma spontanéité, j'en sais rien, mais moi, quand je regarde mes vidéos, c'est certainement pas les vidéos que je préfère. C'est certainement pas les vidéos dans lesquelles j'ai l'impression que j'excelle le plus. Pour ce qui est voilà, voilà, de ce genre de format, je continuerai à faire des réactions live, ça c'est une évidence, parce que je vois bien que c'est une demande et qu'il n'y a aucun problème là-dessus, moi ça me pose pas de problème. Puis d'ailleurs, je me suis tellement fait chier à faire ce setup avec le miroir, je vais pas le mettre au placard tout de suite. En revanche, je vais quand même essayer de maintenir ce rythme d'analyse que je ferai tous les 50 chapitres, ou si je vois qu'il y a une espèce de cohérence d'une séquence narrative qui s'est plus ou moins clôturée à un moment. Voilà, je me dis, bon, bah voilà, c'est peut-être un bon moment pour se poser, regarder les différents éléments, les points de l'histoire qui ont été abordés dans cet espace de scénario, de narration, et voyons un peu ce qui s'est produit, s'il y a peut-être des choses intéressantes, un peu souffler un peu, et c'est ça pour moi une analyse aussi, c'est permettre de pouvoir un peu souffler, de dire, ok, bon là on nous a donné beaucoup de choses, essayons de remettre tout en place et de voir un petit peu l'intérêt purement voilà, enfin, l'écriture, c'est de déceler un petit peu voilà, les secrets et puis les mécanismes dans l'écriture et voilà, c'est de voir puis aussi de dire si c'est bien ou pas. Hein. C'est souvent difficile de dire à chaud si y a de la qualité ou du voilà, souvent on est pris voilà dans une réaction live, vous avez de la réaction, du punch et certaines vidéos réactions live que j'ai faites ont pu être sympas dans des mangas où enfin peut-être où il y a plus d'action, moins d'éléments à lire, à analyser. Mais c'est certainement pas dans One Piece que je trouve que les réactions live sont les plus appropriées en ce qui me concerne, même si je continuerai à les faire. Après cette petite introduction, ou longue introduction, pour moi je dirais plutôt de 5 minutes, on va commencer. Alors, on va faire à la fois linéaire et thématique, c'est-à-dire que je suis à peu près le déroulement des chapitres, tout simplement, hein, pas de surprise. Commençons avec Luffy, Yonko. Bon, comme le dit Barbe Noire, c'est un titre qui est un petit peu prématuré, d'autant que c'est sous la plume de Morgans, qui est un menteur, qui est un homme de presse, qui nous a bien fait comprendre, dont on nous a bien fait comprendre que dans One Piece, c'est quand même un petit peu mensonge à tire larigot, hein, c'est un peu mensonge et compagnie. La presse, on la manipule comme on veut, et l'information est manipulée. C'est ce que fait Morgans en présentant que Big Mom a perdu, même si techniquement elle n'a pas réussi elle a rien réussi dans cet arc.
c'est la vérité. Big Mom a tout subi, en vérité. Elle a fait subir beaucoup de manière inconsciente, mais elle a tout subi dans cet arc. Évidemment, sa fierté en prend un coup, ce qui explique ensuite le coup de téléphone et bon, sa rage envers les Mugiwara et le coup de téléphone à Kaido par la suite. Alors, Morgan, ce petit air, petit truc, comment ça se fait qu'il s'est pas volé? C'est une petite parenthèse. Bon, je vous laisse. Bon. Ou alors, est-ce qu'il est con, il se rappelle pas qu'il peut voler? Bref. Ensuite, on voit Kobe et Hermès. J'enchaîne, hein, faut pas que ce soit trop long. J'essaie voilà, que ce soit concis et condensé. Kobe et Hermès, on les revoit. Écoutez, pour dire la vérité, non, allez, j'ai oublié de dire un truc. Voilà, cet arc de la rêverie, certes, vous êtes peut-être certains n'étaient peut-être pas assez satisfaits de ma réaction live. Peut-être qu'il y a des points que j'ai vraiment complètement zappés et que j'ai manqué de remarquer. Et ça, c'est évidemment, j'en suis désolé. En revanche, je vais être honnête avec vous. Donc, sans mauvaise foi, j'ai pas vraiment apprécié cet arc de la rêverie. Je trouvais que c'était beaucoup plus de l'exposition, alors que moi, je pensais qu'on allait voir énormément de résolution. C'est beaucoup plus de l'exposition. On nous remet du contexte, des choses qu'on ne connaissait pas. C'est très intéressant. J'adore découvrir de nouveaux éléments dans One Piece. Mais le problème ici, c'est que moi, j'ai envie de. Ça y est, on arrive à un moment où je veux des révélations, je veux avancer dans l'histoire, je veux. Alors, il y a une chose qui est excellente, c'est de nouveaux mystères. Alors ça rajoute de l'enjeu, ça rajoute de la motivation, ça rajoute de l'intérêt dans la lecture. Ça, c'est clair que c'est super bon. Im-sama, tout ça, c'est génial, super bien, c'est sublime. Le chapeau, pareil, on y reviendra, c'est un excellent ajout dans l'histoire. En revanche, le problème que j'ai avec ça, c'est que ça rajoute énormément. C'est quand même, je dirais, 5 chapitres sur 6. Oui, c'est ça, c'est 6 chapitres. Non, c'est 5 chapitres, je sais plus exactement. Enfin bref, 5 chapitres sur 6, c'est quand même beaucoup d'exposition. Et à faire une réaction là, c'était peut-être pas le plus judicieux. En revanche, donc, alors, Kobe et Hermès, on les retrouve. Franchement, il y a plein d'éléments pas très intéressants. Je veux dire, oui, bon, voilà, ils sont plus forts. Voilà, bon, il a le haki, l'observation, il est balèze. On s'en fout un peu, vous voyez. C'est un personnage qui aura sûrement un bon moment dans l'histoire. Et moi, je suis pas forcément très attaché. Alors, les 4 commandants de l'armée révolutionnaire, alors ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est un point intéressant. Peut-être que je l'ai pas assez souligné dans mes réactions live. Mais je vous assure que dès le moment où je l'ai lu, ça m'a intéressé. Parce que l'armée révolutionnaire, pour ceux qui savent un peu, qui ont regardé mes vidéos tag, 30 questions sur One Piece, vous savez que je suis vraiment attaché aux révolutionnaires. Je trouve que c'est ceux qui proposent la chose la plus... comment on pourrait dire? Je peux m'identifier dans laquelle je peux m'identifier le plus. C'est-à-dire des personnes qui veulent vraiment refonder le monde avec une nouvelle doctrine et pas seulement juste casser la gueule aux méchants et au nom de la liberté, voilà, faire un peu ce qu'on veut, comme les pirates, même si c'est un thème super intéressant, parce que c'est des types qui n'ont pas d'agenda politique, donc en un sens, ils sont plus sincères que les révolutionnaires, qui ont, eux, un agenda politique, même si il est assez vertueux, selon moi. En l'occurrence, donc, ces quatre commandants, ils ont un thème très clairement steampunk, hein. Ils ont tous des chapeaux un peu 19e, avec des costumes un peu 18e siècle, des sortes de juste au corps, ou des dolmans, si vous connaissez ça, hein, des habits de hussard un peu, les lunettes un peu steampunk, vous voyez, un peu technologie ancienne sur le chapeau, bref. Ils ont une cohérence, j'aime beaucoup ça, parce que jusqu'à présent, les révolutionnaires, c'était un petit peu un bric-à-brac, un peu micmac dans tous les sens, et j'aime bien que là, il y ait un peu une unité, une cohérence au sein du groupe, et évidemment, ils vont super bien avec Sabo. C'est presque comme si on avait l'impression que Sabo avait l'arc du Mont Corvo, dès cet instant, il avait déjà prévu le style vestimentaire de l'armée révolutionnaire par la suite et l'unité graphique. Donc c'est sympa. Oui, donc ils ont déjà beau, des trucs machin, c'est super cool, ils sont classe. Et on va commencer par le capitaine, le commandant de l'Ouest, Morlaix. Alors lui, il a un fusionnement altérateur, environnemental bien sûr, altérateur, c'est qu'il peut altérer la réalité, il peut lui modeler la réalité, hein, faire en sorte que la Terre ou l'espace devienne une sorte assez malléable et devienne comme une sorte de pâte à modeler. C'est super sympa et en plus le gars il est cool parce qu'il te donne un peu cette impression que la révolution c'est vraiment cool, il n'y a pas de tension quoi. Le gars est tout le temps souriant, poli, gentil, enfin très sympathique. Ce qui n'est pas forcément le cas de Bello Betty, qui est un peu plus hargneuse, un petit peu plus colérique. C'est celle qui booste les gens avec son pouvoir. Encore une fois, c'est un paramécia altérateur également. Elle permet de booster, cette fois-ci pas l'environnement, mais l'entourage. Quoique ça m'étonnerait pas qu'elle puisse également booster l'environnement, peut-être un arbre. Elle pourrait aussi agiter son drapeau, puis d'un seul coup l'arbre il se met à fleurir de plus belle. Bon, là on est dans le contexte de la politique, donc le fruit est évidemment extrêmement approprié. Il y a donc au niveau de son caractère, elle est un petit peu plus virulente et véhémente. Ensuite, elle vient de l'Est. Elle, c'est la commandante de l'Est, de l'armée de l'Est. Ensuite, on a Lindbergh qui est sans doute un mink félin.
Et lui, c'est l'inventeur, c'est celui qui est le scientifique un peu du groupe, ou disons l'ingénieur plutôt. Euh, il semble posséder des armes de sorte Gatling, donc ça corrobore un peu l'esprit steampunk, donc c'est sympa. Et pas beaucoup d'autres choses à noter à son sujet, hein. Il semble pas avoir mangé de fruits du démon, ce qui est une bonne chose, que ça rajoute de la diversité au sein du groupe. Ensuite, nous avons Karasu, qui est sans doute le plus énigmatique des quatre et qui est le plus intéressant de fait, puisque son pouvoir est assez inédit. Ça pourrait être un paramécia corporel, mais un paramécia corporel très étrange parce qu'il permet non pas alors ce serait un paramètre corporel qui peut se transformer en quelque chose de dénombrable, puisque c'est pas une matière inerte comme la cire, comme le métal ou le caoutchouc, mais c'est des objets. Mais sauf que là, ces objets sont des objets vivants, ce sont des corbeaux. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, si je ne m'abuse. Même si on avait évidemment le fruit de l'oursin, qui était des pics, c'était pas techniquement un oursin, mais bon. Si vous vous rappelez, vous comprenez un peu là où je veux en venir. Donc moi j'ai une nouvelle idée, est-ce que ce serait pas un Zoan mythique des corbeaux d'Odin, hein, que ce serait Hugin et Munin, même si techniquement il n'y en a que deux dans la mythologie, on pourrait imaginer peut-être que, ou alors ce serait le zone mythique des oiseaux, de nuées d'oiseaux qu'on peut retrouver dans pas mal de mythologies, comme les oiseaux du lac de Stymphal, dans le mythe des 12 Hercules, des 12 Hercules, les 12 travaux d'Hercule bien sûr. C'est le seul qui n'a pas de chapeau d'ailleurs. Voilà, il a quelque chose qui, voilà, lui couvre le visage, une sorte de masque en forme de bec. Est-ce que ça cache un visage d'oiseau? Je sais rien. Ça pourrait être juste pour signifier le thème du personnage, qui est le corbeau, avec son manteau noir et son bec. Bon, voilà, c'est son pouvoir également. On voit qu'il est également le messager du groupe, puisqu'on a déjà vu dans d'autres chapitres qu'il pouvait transporter les gens, enfin, un peu à la manière d'Hermès, vous voyez. Et également, il peut voler et il peut également apporter des messages. On avait déjà vu ça à Baltigo. Qu'est-ce que je voulais dire sur lui? Donc voilà, non, pareil, ça soutient un peu l'idée, peut-être, Hugin Munin, hein, le Zoan mythique des corbeaux d'Odin, puisque ce sont aussi les messagers pour les dieux nordiques dans la mythologie nordique. En ce qui concerne les royaumes maintenant de la rêverie, donc on a plusieurs royaumes intéressants, plutôt marrants, assez clichés d'ailleurs, hein, c'est fou, la liste des royaumes sont vraiment stéréotypés à mort. On a je sais pas si les traductions ou l'adaptation du son est bon. Moi j'avais lu Bill 6 ou Ville 6, qui est clairement une sorte de tsar russe, voilà, du royaume de Ruswan. Franchement, bon voilà. Ensuite, on a Hamburger, qui est clairement une sorte de Lincoln. Donc c'est en plus Bollywood, donc Hollywood. Sérieusement, je viens de dire, non putain. Euh, voilà, Moloran ensuite. Donc moi j'ai eu du mal. Tagine, Maroc. Bon, c'est ce que dit le wiki, donc on va s'en tenir. Et ensuite, tacos du royaume de Chichachos, le Mexique. Bon, voilà, c'est quand même très, très, très cliché. Ensuite, on peut retrouver d'autres royaumes qu'on connaissait. C'était le royaume de Goa. En plus, on se doute bien que ce type, il a sans doute eu un rapport avec la mort du roi qui l'a précédé. Donc bon, ça souligne encore un peu le caractère très vicieux de ce personnage, Steli. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, on voit que Steli, ah oui, il remarque Morlaix et Karasu à travers le bandolas, c'est assez marrant. Personne d'autre ne le voit. Marie-Joie, ensuite on arrive à Marie-Joie. Alors, je vais continuer sur les rois tout de même. On va rester sur le thème des rois. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté là, ici? Oui, bah Neptune, on le connaît, hein, évidemment. Nefertari Cobra, on revoit tout ça. Bon, ça, c'est pas très intéressant parce qu'on les connaît, on sait qu'ils vont venir. Mais là où ça devient intéressant, alors pareil Dalton ou Apple, bon Apple il a son empire financier, on sait pas d'où, on sait pas comment il a fait. Oh si peut-être qu'on doit savoir ça dans les SBS, ça a dû être révélé, ou peut-être dans les mini-histoires, ça, je sais plus. En l'occurrence, on a une petite nana à un moment qui arrive et qui dit je suis la reine-mère du royaume de Solbay. Et juste après, on voit que l'ancien roi du royaume de Solbay c'était Kuma. Alors déjà c'est une révélation intéressante, c'était un roi. Mais il se trouve que cette personne, Bonnet, c'est Bonnet, c'est Jewelry Bonnet. Alors, sur le moment, on peut se poser plein de questions. Même maintenant, j'ai du mal à essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, dans cette petite enchaînement de cases. Il y a beaucoup d'informations qui d'un seul coup, nous vient à la tronche. Déjà que Kuma, c'est un esclave, qui est une sorte
souffre-douleur des Tenryubito, qui ensuite, on l'apprend par la bouche des révolutionnaires, est un exemple hein, aux yeux du monde, enfin pour montrer au monde quelles sont les conséquences de s'attaquer au système Tenryubito, Gorosei, gouvernement mondial. Donc voilà. Alors, on voit que Bonnet pleure l'assujettissement et la souffrance de Kuma. Elle en est vraiment profondément affectée et ça pose une question en fait. Quel est son rapport avec Kuma? Est-ce que son rapport avec Kuma c'est vraiment un rapport affectif de filiation euh, comme elle le prétend avec sa petite mascarade au début où elle prétend être la reine-mère du royaume de Solvay, donc ça veut dire la mère de Kuma ou la fille de Kuma, parce que rappelez-vous, Gévaudan Bonnet, on ne peut pas savoir son âge. Pour l'instant, vu qu'on a, enfin moi, il me semble, hein, on n'a pas d'informations sur son pouvoir plus que ça. Donc, moi, je sais pas où la placer. Donc, elle peut tout autant être sa mère, sa fille, sa tante, sa cousine, je n'en sais rien, si vous voulez. Je n'en sais rien. En tout cas, elle peut être aussi autre chose. Elle n'est pas forcément obligée d'être de sa famille. Ça peut être, je sais que c'est rare dans One Piece, mais ça peut être peut-être sa femme ou j'en sais rien, ou son amante, quelque chose comme ça. Elle a l'air vraiment affectée. Elle dit, vous allez me le payer, tout ça, en regardant Kuma. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et puis, ça pourrait être simplement qu'elle est une révolutionnaire. Tout simplement. On a vu ils avaient une certaine fraternité, qu'ils tenaient les uns les autres. Et surtout quand on voit voilà, Sabo qui est là, qui dit non mais putain vous avez vu comment ils l'ont traité, ça peut pas se passer comme ça. Donc ça pourrait être le cas avec Gévaudan Bonnet, ça pourrait être aussi le cas. Mais bon, quand même, là on nous l'a fait pleurer, on nous montre qu'elle leur pardonne pas, là, et puis elle est pas avec les révolutionnaires techniquement. Elle est à côté. Elle s'est infiltrée d'elle-même, par elle-même. Donc, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Ça pose plein de questions. Dites-moi ce que vous préféreriez qu'elle soit par rapport à Kuma. Ensuite, un point extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Ah oui, petite parenthèse sur Marie-Joie. Dans Marie-Joie, évidemment, tout est faux, tout est artificiel, tout est l'œuvre en sous-main des esclaves et de l'asservissement de beaucoup de gens. Et également, donc, c'est un mensonge, c'est une belle métaphore. Tout est faux, c'est beau, mais c'est faux. C'est une beauté artificielle et mensongère. Et voilà, bon, c'est une métaphore. Voilà, qu'il fallait relever. Ensuite, Doflamingo, alors un passage super intéressant, extrêmement intéressant, qui souligne encore une fois, qui montre à quel point Doflamingo est un des personnages les plus mythiques de One Piece, les plus emblématiques, les plus importants pour le monde de One Piece. Il n'est pas seulement un méchant intimidant, il est l'un des piliers, l'un des engrenages, des rouages les plus importants de, du système en place qui est si pernicieux et vicieux et dont il est si important d'en changer la forme et le fonctionnement, ce type, qui est un ancien Tenryubito, qui connaît le trésor secret, on a envoyé des assassins pour le supprimer. Enfin, qui connaît le trésor secret. Je ne sais rien s'il connaît le trésor secret, mais techniquement, il connaît le secret de Marie-Joie. Et ensuite, juste après, il se passe un truc assez intéressant. Donc, ce type-là, il est à Impel Down, il parle à Magellan, c'est intéressant d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mentionné Magellan. Et il sait que des assassins arrivent. Donc ça, c'est formidable, c'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, là, ce personnage, il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Ce qui nous donne l'impression que Doflamingo va revenir dans l'histoire parce que justement, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ne nous donne pas plus d'éléments sur ce qu'il sait justement. Mais pas en l'apprenant plus tard, au détour d'une révélation importante qui serait donnée par n'importe quel autre personnage concernant les Tenryubito ou les Gorosei. Non, de la bouche de Doflamingo. Parce que moi, je veux savoir, je veux comprendre pourquoi ce type. Alors, même si on connaît son histoire, on sait, voilà. Mais quand même, c'est intéressant de voir ce type qui est un personnage si unique. Enfin, bon, voilà, ce mec, c'est vraiment un personnage super emblématique de One Piece pour moi. Il est dans tous il est vraiment comme ils disent, dans le croupier voilà, de la pègre. Enfin, c'est formidable ce personnage, franchement. J'ai pas d'autre moyen de le signifier. Mais il nous parle de ce trésor sacré. Et ce trésor sacré, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit ensuite Im-sama, j'en reviendrai après. Im-sama qui regarde cette espèce de chapeau glacé, ce chapeau maintenu sous une espèce de forme de cryogénisé un peu, dans cette espèce de chambre froide au sous-sol du château de Pangée. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien écoutez, je n'en sais rien, je ne peux pas savoir, et l'histoire ne me permet pas de le savoir pour l'instant. Pourquoi le chapeau est géant? Pourquoi c'est le même chapeau que Roger? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y aurait une espèce de légende derrière ce chapeau de paille qui à la base est plus le symbole de la filiation de l'héritage entre Roger, Shanks et Luffy.
Mais il n'y avait jamais eu, enfin, bien sûr, si, il y a toujours eu cette espèce de côté bizarre, bon, ok, le chapeau de paille, ça, euh, qui d'ailleurs porté que au début par Roger, d'ailleurs. C'est que au tout début, la légende Roger n'a plus le chapeau de paille au bout d'un moment. Voilà, c'est que le début. Euh, alors que Shanks l'avait quand même, il a gardé un certain temps. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ce chapeau est forcément passé de main en main et que le film ne le gardera pas jusqu'au bout. Bon, euh, ce chapeau est géant, caché dans une chambre froide, cryogénisé. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça veut dire que... Moi, j'ai pas regardé de théorie ou quoi, j'en sais rien. J'en sais rien. Euh, Pourquoi est-il géant? Pourquoi il appartenait à un géant? C'est une reproduction. Bon, alors maintenant, ça y est, ça c'est pas intéressant. Maintenant, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on sait du potentiel trésor sacré? C'est potentiellement ça. Qu'est-ce qu'on sait d'un potentiel objet qui pourrait être... est-ce qu'on connaît un truc qui pourrait être justement très, très durement, très précieusement caché, hein, parce que ça aurait une valeur incroyable? Une arme antique, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et ben voilà, une arme antique. On a Pluton qu'on avait vu à Alabasta, et on a Poséidon en la personne de Shirahoshi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on voit Imsama, et il y a l'accent qui est mis sur ces personnages. C'est assez curieux. Et ça, je remercie parce que je crois que j'ai lu quelque part. Je l'ai pas inventé ça. Je l'ai lu quelque part. Je sais plus si c'est dans le wiki ou sur des commentaires YouTube. Mais enfin bref. Mais effectivement, moi j'ai tout de suite pensé quand j'ai vu le chapeau. Effectivement, juste après, j'ai pensé à Uranus. Mais effectivement, juste ensuite, quand on est dans le palais des fleurs et qu'on trouve Imsama, il est en train, ou elle est en train, il y a des espèces d'affiches, de wanted, là, de primes, et de photos. Et on voit la photo de Shiroshi, il me semble, la photo de Vivi, quelque chose comme ça, hein, si je me rappelle bien. Et on voit le fille permanent. Donc des personnages clés dans l'histoire, clairement des personnages clés. Mais Vivi et Shiroshi, c'est clairement lié aux armes antiques. Euh, donc pour moi, là où je pensais que peut-être Uranus était possédé par Dragon, parce que Dragon, alors Dragon, mes théories, c'était, bah, les dragons liés au vent. Est-ce que c'était le Zoan du dragon climatique, ce dragon azur, enfin le dragon oriental, qui pourrait avoir un rapport avec le climat? Non, parce que maintenant, le dragon azur, c'est clairement Kaido, et je pense pas qu'on aura un deuxième dragon. Est-ce que ça peut être, du coup, le gars du vent, enfin le gars de l'air? Tout est possible maintenant, désormais. Et est-ce que ça peut être, du coup, Uranus? Bah, finalement, peut-être plus, parce que maintenant, Uranus, je pense que c'est ce truc-là. C'est ça, Uranus. On a un bateau. Alors, oui, il n'y a plus du tout ce rapport fond marin, euh, euh, flotte, surface et ciel. Là où je me l'expliquais comme ça, c'est que le dragon, il aurait Uranus, c'était le vent, et c'était, voilà. Shirahoshi, c'est les fonds marins. Pluton, ça domine la surface, et puis on avait Uranus qui était censé dominer le ciel, puisque Uranus, c'est le ciel dans la mythologie grecque. Donc bon, voilà. Après, voilà, ce chapeau, qu'est-ce qu'il aurait, quel rapport il aurait avec le vent? Bon, tous les doutes sont encore permis quant à l'identité vraiment de Uranus. Mais le trésor sacré, ça pourrait être ça. Alors est-ce que ça peut être complètement autre chose qu'Uranus? Bien sûr, mais je n'ai aucun élément pour l'instant. J'ai aucun élément. Je peux pas, voilà. Ensuite donc, ah oui, alors j'essaie de pas trop faire trop long, mais ça me fait chier parce que ça va faire 30 minutes. Dites-moi hein, si c'est bon. Alors, on continue sur le petit interrogation Big Mom Kaido. Ça nous permet également de reprendre un élément de dialogue qu'il y avait entre Garp et Ina, il me semble, c'est Ina, concernant les deux susnommés empereurs. Donc Big Mom Kaido, ils sont au téléphone et elle lui parle d'une dette qu'elle a envers lui. Donc comme on sait qu'elle peut avoir un rapport avec la vie, l'espérance de vie, tout ça, et que lui est immortel, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ça? Vous voyez, alors, elle, a priori, elle rend pas immortelle, c'est plutôt l'inverse. Mais est-ce que justement, il n'y aurait pas un peu un Shianigan chelou entre son pouvoir et l'immortalité de Kaito? Moi, je pense que c'est fort possible que sa dette soit liée à ça. Hein, comment ça s'appelle? C'est Solunomine, je ne sais plus comment s'appelle le, le, le paramécia de Big Mom. Mais bref, c'est possible. Ensuite, il parle des rocks. Des rocks, alors voilà, les rocks, apparemment, c'était enfin, je sais pas, des pirates, un équipage sûrement, qui sévissaient il y a 40 ans et qui étaient ceux qui voilà, régnaient sur les sept mers avant, enfin les quatre mers plutôt, avant Roger. Voilà. Et c'est durant cette période que Garp
a brillé, hein, a su briller par sa victoire, sans doute la victoire qu'il a dû, voilà, qui a dû, euh, j'arrive pas à terminer cette phrase, donc on va la changer. Donc là, voilà, il a dû vaincre cet équipage et se faire un nom grâce à ça. Alors, euh, d'accord, les Rocks, bon bah voilà. Alors, est-ce qu'il y avait un capitaine? Parce que du coup, Kaido et Big Mom, eux-mêmes, peut-être comme Shanks et Baggy, vous voyez, c'était peut-être, enfin, il semblait pas qu'il y en avait un au-dessus de l'autre. Donc, euh, est-ce que c'était une alliance de pirates ou est-ce qu'ils avaient, c'était un équipage où il y avait un capitaine des Rocks et voilà, est-ce que ce serait, et donc c'était avant Roger, donc c'était forcément un autre pirate. Peut-être qu'il y avait un autre grand pirate on va nous révéler, enfin dont nous révéler l'identité. J'en sais rien. En tout cas, ça avait énormément de questions et ça c'est super intéressant. Ensuite, il y a un truc, on voit le moment avec le trône, le monde n'a jamais, ça c'est une phrase importante, le monde ne doit pas être dirigé par un seul roi. Et ensuite, juste après, on a Im-sama, donc c'est une contradiction totale, c'est montre le mensonge, le secret, le mystère, tout ça. Bon, qui est ce Im-sama, pourquoi il est en contradiction avec le concept même du gouvernement mondial, a priori le concept de surface, hein, le concept affiché, mais évidemment pas respecté par les Gorosei qui eux-mêmes, donc on voit allégeance à cette espèce de figure très énigmatique qui est Im-sama. Euh, Petit point sur Rob Lucci. Rob Lucci revient après son petite aventure, la mini-aventure où le CP9 se battait contre Very Good, ou le colonel Very Good, ce qui démontrait que peut-être, ça y est, ils allaient sortir de l'emprise du gouvernement mondial et qu'ils allaient créer autre chose. Bon, même si c'était un peu dommage, parce que ça faisait un peu comme Baroque Works où les agents créaient leur auberge et on savait qu'on n'allait plus vraiment entendre parler d'eux. Maintenant, on a ces types-là, Kaku pardon, et Lucci et Kaku, qui sont revenus, on sait, dans le CP0, et on a sûrement d'autres membres de l'ancienne organisation CP9 qui sont revenus, même si on sait que pour beaucoup, ils sont allés faire autre chose, enfin bref. La chose intéressante, c'est que Rob Lucci, moi je me pose les questions de ses motivations. Est-ce que c'est un type qui est vraiment là parce qu'il aime se battre, il aime assassiner, et voilà, et son truc c'est vraiment parce que c'est qu'on sait que c'est quelqu'un de très cruel, ou est-ce que c'est vraiment parce que politiquement, ils croient vraiment en l'œuvre du gouvernement mondial. On sait sûrement doute que le CP0, c'est pas des imbéciles, ils sont sûrement dans les petits papiers, dans les secrets du gouvernement mondial, même si je pense pas qu'ils connaissent qui est Im-sama ou quel est le trésor sacré, j'en sais rien. Ça, bien sûr, je pense qu'ils ne connaissent pas. Mais ils sont quand même, ils savent un peu l'agenda politique secret à mon avis, du gouvernement mondial et des Tenryubito, des dragons célestes. Et du coup, moi je me dis, bon, voilà, ce type-là, c'est quoi ses vraies intentions? Est-ce que c'est vraiment un larbin? Ou est-ce que, voilà, est-ce que soit c'est juste un mec qui est là pour assouvir sa soif de sang? Est-ce que c'est vraiment un larbin qui est aux ordres du gouvernement mondial et qui peut pas s'empêcher d'être ça? Ou est-ce que c'est un type qui est là, qui croit vraiment dur comme fer à la philosophie du gouvernement mondial? Toutes les questions restent en suspens, on ne sait pas encore très bien. Je pense que Lucci, il reviendra, à mon avis, il reviendra de manière assez importante, je pense, dans l'histoire. Ensuite, on a Mjosgard avec sa nouvelle bonté, auquel je crois absolument pas. Voilà, pour moi, je vous le dis tout de suite, ça reste un connard. Ensuite, les Gorosei nous parlent d'une purge, on va terminer là-dessus. Donc, une purge à Im-sama, il parle de la lumière qu'il faudra voilà, purger, quelle lumière on va devoir éteindre, et l'équipe du monde qui va pas pouvoir être maintenue très longtemps. Alors, l'équipe du monde le leur, hein, parce que clairement, il y a d'autres propositions qui sont faites par les empereurs, par les révolutionnaires. Donc, il y a des tas d'autres possibilités dans ce monde. Également par Roger, les Minx, Oden, parce que j'ai un peu avancé l'histoire, donc on voit bien qu'il propose aussi de nouvelles opportunités. On ne sait même pas si les révolutionnaires vont être dans la mouvance instituée un peu par ces rêveurs, ces doux rêveurs que peuvent incarner Roger, les mecs qui peuvent dire les polyglyphes, Joy Boy, Oden, enfin, il y a tous ces mecs-là. C'est pas des révolutionnaires, ils sont pas là en train de dire voilà, on va. Non, c'est différent. On a l'impression que c'est quand même des factions assez différentes. Euh, alors, ensuite, on va terminer sur Im. Alors, Im, bah écoutez, beaucoup de gens pensent que c'est une femme, effectivement, elle est très féminine, très élancée. Les yeux, le regard, effectivement, plus féminin. Les yeux comme Mihawk aussi, voilà, on ne peut rien dire de tout ça, on ne peut pas dire grand-chose. Et ensuite, enfin, pardon, les fleurs, alors, la serre, enfin la volière, pas la volière, la serre avec les fleurs, les plantes, voilà,
la personne qui aime se reposer dans un endroit très calme, à l'abri de tout le monde, solitaire. Ça peut dire beaucoup de choses, comme rien en fait. C'est peut-être juste un décor ou c'est peut-être juste, c'est plein d'informations qui pour l'instant nous sont encore complètement confuses et obscures. En revanche, il y a une épée qui est plantée au milieu de cette salle et qui est plantée sur la prime. Et du coup, ah oui, la prime, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la prime de Luffy. Bon, voilà, bah, la prime est encore plus explosive. Voilà, bon, voilà, c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est cool, mais c'est pas. Bon, on en a vite passé avec ces primes. Euh, voilà, cette épée qui a une forme un peu de rapière, vous voyez, à la Oda. Bah voilà, c'est peut-être un Meito. Bon, ouais, ça, c'est parce que ça m'intéresse, parce que j'aime bien ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais là-dessus. Il n'y a rien d'autre à souligner. Pour moi, c'était un peu une déception parce qu'il y avait moins d'action et ensuite on a appris qu'il y avait de l'action, donc c'est encore plus chiant. Et on aurait peut-être pu voir Ryokugyu en action. Et Ryokugyu, bon, peut-être, allez, on termine ça, c'est le PS, le post-scriptum. Bah, Ryokugyu n'a rien sur lui, c'est pareil, c'est très frustrant cet arc finalement. Et Ryokugyu, taureau vert, alors peut-être, allez, je vais balancer mes théories. Alors, les couleurs chez les amiraux ont toujours représenté plus leur pouvoir et leur tenue que leur nom d'animal. Le tigre, pas le rapport avec la gravité, le chien, pas le rapport avec le magma, et vous avez compris, le faisan c'est le singe, hein, je crois, singe jaune. Voilà, ça n'a pas de rapport. Donc taureau, non, ce sera pas le Zoan du taureau ou Zoan du minotaure ou je ne sais quelle connerie. D'ailleurs, c'est déjà le cas, il est déjà à l'Impel Down, donc on s'en branle. Mais pour ce qui est de Ryukugyu, bah, il a un rapport lié, il aura un pouvoir qui aura un rapport avec la couleur verte, donc ça peut être la nature, ça peut être un paramécia créateur de plantes, comme le type dans le film Z, là, ou alors, je sais pas, quelque chose qui lui permet de... Alors moi, je pense pas qu'il y aura un Logia du bois ou des plantes, parce que pour moi, c'est de la matière organique et que ça peut difficilement être lié à un élément du vivant. Enfin, c'est pas un des 4 éléments ni un des 5 éléments. Même si c'est le cas, techniquement, dans l'astrologie chinoise, je crois que le bois en fait partie. Mais pour moi, même si le bois est techniquement inerte, hein, enfin, non, non, le bois est pas inerte. Le bois est pas inerte. Mais bah, vous avez compris, c'est-à-dire que techniquement, tu peux avoir des bûches qui sont mortes, comme l'avait souligné le doc d'ailleurs dans une vidéo, où il avait répondu à un de mes commentaires d'ailleurs. Il avait répondu à un des commentaires où je disais que j'étais personnellement pas d'accord avec cette idée de Logia de la nature, parce que pour moi, la nature, c'est comme l'humain, le vivant. Tu peux pas avoir la forme animale, c'est les zoans. Voilà, même si forme naturelle, il n'y a pas de zoan des arbres, mais bon, vous avez compris l'idée. Pour moi, les éléments, c'est de la matière, quoi. C'est minéral, c'est pas végétal et animal. C'est de la matière. Bah voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on pourra dire pour le moment. Euh, ah oui, non, oui, par contre, attendons, pardon, pour Ryokugyu, signalons quand même qu'il pourrait avoir un Zoan, par contre, parce qu'on a un amiral avec c'était que des Logia avant, maintenant on a un amiral avec un paramécia, on pourrait avoir maintenant, on peut compléter la Trinité, et on aurait un amiral avec un Zoan, le Zoan pourrait avoir un rapport avec le vert, donc un Zoan plutôt reptilien, hein, vous voyez, hein, un Zoan reptilien, pourquoi pas un Zoan mythique, cette fois-ci du dragon occidental, avec, je sais pas, des écailles vertes, enfin, vous voyez, vous comprenez hein, ce que je veux dire. Voilà, un Zoan du Varan, du dragon de Komodo, ça pourrait être sympa. Voilà, mes amis, on se retrouve la fois prochaine pour la réaction live, une réaction live d'un des chapitres, je sais pas, peut-être 942 de l'Arc de One. Ouais, les amis, à plus.